Et c'est parti pour ce grand débrief de l'actu tech. On est en direct, 10h45 sur la chaîne Bismart comme tous les jeudis matins. Aujourd'hui, édition spéciale. On va être connecté avec le sommet international sur l'intelligence artificielle, sur l'impact de l'intelligence artificielle, puisque c'est son nom. Ça se passe en Inde, donc on sera en direct avec New Delhi et deux invités. Mais d'abord, je vous présente mes commentateurs en plateau avec qui on va donner un peu notre avis sur ce qui se passe là-bas et ce qu'on pense du déploiement de l'intelligence artificielle dans notre société. Autour de la table, donc Alain Garnier, le PDG de Jamespot, Alexandra Iteanu, avocate, et Julien Kopp, le responsable IA chez Deloitte. Bienvenue à tous les trois. Très heureuse de pouvoir discuter avec vous de ces sujets qui prennent de plus en plus d'ampleur. Est-ce que ce sommet, c'est un peu le nouveau Davos, finalement? Est-ce que ça va s'imposer comme un rendez-vous aussi important que ça? Et est-ce qu'on en est satisfait d'ailleurs de la tournure que ça prend? Mais je vous propose d'abord qu'on se connecte avec Luc Julia, notre expert en intelligence artificielle. Docteur Luc Julia, merci beaucoup d'être connecté également avec nous dans ce grand débrief spécial sommet sur l'IA. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Luc, d'un rendez-vous comme celui-ci? On commence à être un peu concret sur ces IA. Donc, on a compris depuis les 3 dernières années ce que c'était, ce que c'était pas, puisqu'on a fait beaucoup de buzz autour des IA génératives en particulier. Ouais. Et on a commencé à comprendre depuis juste cette dernière année, là, en 2025, qu'il y avait des applications intéressantes et qu'il fallait des sous et qu'il fallait des domaines un peu spécifiques pour que ça marche. Donc, j'attends toujours des sous. Les 109 milliards de l'année dernière, je ne sais pas trop où aller les chercher. J'ai frappé à plusieurs portes, je ne les ai pas trouvés. Et je pense que sur les 109 milliards, on me dit qu'il y a eu 6 milliards qui ont été débloqués, c'est peu. Et puis en plus des sous, de pouvoir, on parle beaucoup de souveraineté. Alors, je ne suis pas sûr que souveraineté se fasse avec l'Inde, mais en tout cas, d'avoir des IA plus souveraines et des infrastructures plus souveraines, c'est certainement aussi ce dont il faut qu'on parle très bientôt. Parce que oui, on parle beaucoup justement de créer peut-être un axe qui soit différent de celui des États-Unis et de la Chine, qui serait l'Europe avec l'Inde, pourquoi pas? Ça vous parle, ça? Ouais, enfin avec l'Inde, je ne sais pas encore, comme je viens de dire, c'est pas quand on parle de souveraineté, on parlait surtout de souveraineté européenne. Donc, créer des axes, c'est pas une mauvaise idée. La réalité, c'est que l'Inde a quand même des capacités technologiques intéressantes. Ils ont un bon nombre de gens très éduqués dans les domaines de l'informatique et donc de l'IA aussi. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que c'est pas au dépend d'une vraie souveraineté européenne? Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est bien de se démarquer des US, surtout en ce moment, et de la Chine et de l'Asie. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, encore une fois, c'est pas exactement ce que moi j'aurais appelé souverain dans l'optique d'une souveraineté européenne. Il faut peut-être commencer par chez nous, finalement. Mais l'année dernière, ce sommet sur l'IA, il était justement sous le signe de l'action. C'était le sommet pour l'action. Là, on nous parle d'un sommet qui est sous le signe de l'impact. Ça voudrait dire qu'on serait donc déjà passé à l'action. Vous nous dites, bon, moi, j'ai pas tellement vu. Et qu'on s'intéresse à l'impact. Est-ce qu'on risque de tomber dans un peu du washing autour de l'IA aujourd'hui? Ou au contraire, vous dites, c'est bien, on met vraiment les problématiques sur la table assez tôt? Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'on fait du washing, ça c'est clair que ça fait 3 ans qu'on fait du washing. L'action l'année dernière, c'était de proposer des sous. Donc, il y a eu la proposition des sous. Maintenant, comme j'ai dit, on n'a pas vu vraiment ces sous à l'action. Mais bon, il y a eu des sous proposés. Par contre, ce qu'on a vu dans l'année, on a vu de l'action dans le sens où, comme j'ai dit, on a vu des déploiements. On voit des déploiements dans des domaines particuliers. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on est vraiment maintenant, effectivement, dans la compréhension de ces actions, la compréhension de comment ça marche vraiment et comment ça marche pas. C'est-à-dire que l'année 2025, 2024 un peu, mais 2025 nous a permis de comprendre ce que c'était pas aussi l'IA. Parce que justement, dans ce washing, on nous avait fait croire ou nous avait fait miroiter plein de choses et on a compris que finalement, dans l'application, c'était pas exactement ce qu'on nous avait fait croire. Je ne dis pas que ça ne marche pas et je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais je dis qu'on a trouvé des domaines de cas d'usage qui sont maintenant intéressants et qui sont beaucoup plus modestes, on va dire, que les idées génériques générales avec ce qu'on appelle AGI en anglais, l'Artificial General Intelligence, qui est encore un doux rêve qu'on nous a fait miroiter pendant des années.
Alors, je pense qu'effectivement, on a peut-être gagné un peu en maturité pour ceux qui s'intéressent au sujet, peut-être aussi dans les entreprises qui commencent à vraiment voir ce que ça donne en termes de cas d'usage. Je suis pas sûre que dans la société, auprès des citoyens, ce soit tellement le cas que tout le monde ait bien compris les limites de l'IA. Moi, ça m'inquiète, ça m'inquiète un peu. Ouais, je vous vois opiner. Oui, vous Ouais. pouvez être inquiète, Mm. effectivement, hein, parce que c'est pas, c'est le niveau d'éducation des gens en général, hein, de ce que j'appelle les vrais gens. Mm. Le niveau d'éducation est faible. C'est-à-dire que on a donné cet outil dans leurs mains sans vraiment qu'ils comprennent ce que c'est. L'avantage et le problème des IA génératives, c'est le prompt, c'est le fait que tout le monde puisse utiliser sans aucune autre formation que le langage naturel. C'est-à-dire qu'on peut lui parler comme si on parlait à un copain. Ouais. Donc c'est super parce que ça permet de l'utiliser facilement, mais c'est très embêtant parce que ça permet de l'utiliser facilement. Et donc du coup, on peut faire n'importe quoi avec, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec. Donc il faudrait qu'il y ait une prise de conscience que c'est pas magique, et il expliquer que c'est pas un copain, que c'est pas l'anthropomorphie poussée à son extrême tel qu'on peut y croire. C'est pas mon psy, c'est pas mon copain, c'est pas. Et donc ça, on n'a pas encore tout à fait bien compris dans la société ce que c'était, ce que c'était pas. Donc il y a un problème. Alors, je ne parle pas d'une éducation à l'école, hein, parce que de toute façon, c'est trop tard pour plein de gens, mais une éducation juste dans les entreprises, et puis une éducation en général dans les médias, Et dans les pour médias. qu'on Ouais. puisse dire ce que c'est et ce que c'est pas. Absolument. Merci beaucoup, Luc Julia, pour vos éclairages. Je pense que je vais vous libérer. On va faire un petit tour de table, nous, et ensuite on va partir à New Delhi. Merci encore. Merci. Oui, alors peut-être une réaction déjà au paysage que plante Luc Julia, hein, sur ce qu'on attend de ce sommet. Oui, Oui, alors. je vois qu'on se distribue la parole. Bon, très bien, Alain. Merci Alain. Et effectivement, je pense qu'il y a un sujet d'acculturation et d'éducation. Ça a été remonté et là, on a énormément de travail à faire. Après, je pense qu'il y a quand même des actions qui ont été mises en œuvre dans les grandes entreprises, dans les PME, les ETI. Aujourd'hui, une PME ETI sur 3 utilise déjà l'IA et l'IA générative. Je trouve que c'est quand même quelque chose dont on peut aussi se féliciter avec de l'impact. Donc oui, un bilan sur les fonds et les investissements, peut-être pas aussi bon que prévu, mais d'un autre côté aussi des aspects positifs. Alexandra. Nous, on voit quand même qu'effectivement, tout le monde commence à l'utiliser dans les entreprises, mais il y a quand même une question qu'on nous pose souvent, c'est laquelle choisir ? Ils veulent tous choisir une IA souveraine, mais encore une fois, on parlait de souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté aujourd'hui ? Il n'y a pas de définition légale, c'est surtout une définition politique. Et quand on va en Inde, c'est pas pour la souveraineté, je pense que c'est plutôt pour des questions de dépendance, dépendance aux États-Unis ou à la Chine. Et donc, on essaye de sortir de cette dépendance. Ça, c'est un peu différent de la souveraineté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les gens ont envie de choisir des IA souveraines et les gens qui développent ces IA ont envie de bien faire. On n'a pas de cadre qui est encore totalement clair, notamment avec l'AI Act qui n'est pas totalement entré en application aujourd'hui. Donc, il y a quand même cette volonté d'y aller, il y a cette volonté de bien faire en France et en Europe, mais je trouve que les lignes directrices sont pas très claires, même pour nous, professionnels du droit, quoi. Ouais. Et c'est peut-être parce que l'écosystème, c'est pas encore bien rassemblé, consolidé aussi. Je sais pas, Alain. Pour poursuivre, moi je trouve que justement, au contraire, je trouve que les gens utilisent plutôt bien l'IA. Ah oui. En fait, on voit pas des grands débordements. On Aujourd'hui, pas les mêmes personnes. Mais sauf que, par exemple, de dire, bon, c'est pas mon psy, c'est pas mon copain, mais pourquoi ce serait pas aussi une part de mon psy ? Pourquoi ce serait pas une part de mon copain ? Ouais. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment des cas autour de vous qui sont dramatiques ? Non. Oui, si. Moi, j'ai des cas autour de moi qui n'utilisent plus, par exemple, de moteurs de recherche et qui vont chercher l'information en promptant. Quel impact ça, c'est quand même très différent. Vu que le sommet, c'est sur l'impact, quel impact ça a, effectivement, d'avoir des informations assez fausses, plutôt fausses ou très justes, qui viennent de Google, qui est aussi un moteur qui donne des publicités, par exemple, c'est tout à fait discutable par rapport au fait qu'on va avoir un moteur qui est différent, qui sera peut-être approximatif, mais enfin qui sera peut-être moins marchand aujourd'hui, mais il peut le devenir demain. D'ailleurs, on le voit avec OpenAI. Ouais, non, mais justement, il est en train d'aller vers ça, mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Moi, je pense que les gens ne sont pas justement des enfants, ils s'en servent plutôt, moi, je trouve, de manière cohérente. Et dans l'entreprise, ils font très attention, comme le dit Alexandra, d'ailleurs, et à la fois par rapport aux emplois, au process. Moi, je vois partout où on va déployer ça, les gens sont très en conscience de ce qu'ils font. Oui, ça c'est vrai. Et deux, alors sur la souveraineté, alors pourquoi est-ce qu'effectivement on n'a pas une réponse claire ?
ça vient aussi d'en haut. Hein. C'est que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de définition de la souveraineté. Et quand on veut donner une définition de la souveraineté au niveau français, on dit oui, mais c'est souverain, mais bon, s'il y a de l'américain dedans, c'est quand même souverain. Ben non. Donc en fait, le problème aussi, c'est que là, nos dirigeants n'ont pas des positions suffisamment claires et suffisamment affirmées, parce que la souveraineté européenne reste encore timide, en fait, au niveau des politiques. Alors, on va passer, allez, on part à New Delhi, ça vous va? Ouais. Plaisir. Où nous attend, je sais pas, hein, il est très occupé, mais en tout cas, où nous accorde un peu de son temps, David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Et je vois que vous êtes en bonne compagnie, vous êtes avec Marion Carré. Bonjour Delphine. Ask Mona. Bonjour Marion. Alors, vous êtes bien arrivé, pas de problème d'entrée, d'accès, tout s'est bien passé pour vous? Alors, on ne va pas revenir immédiatement sur les problèmes d'accès. Donc, il y en a eu. Sommet d'IA, souvenez-vous de celui de Paris et à New Delhi, avec 50 000 personnes qui arrivent d'un coup d'un seul, 80 pays représentés, surtout 20 chefs d'État. Ça met tout le monde effectivement sous tension. Mais dans une grande ville, on retrouve assez rapidement tous ceux que l'on connaît et qu'on a envie de voir, dont Marion Carré, que vous connaissez, la fondatrice et dirigeante de Ask Mona, qui est une solution qui développe des agents conversationnels permettant aux institutions culturelles d'établir un lien direct et personnalisé avec les visiteurs. Bonjour Marion. David fait la présentation de Marion, c'est enchaîner, super. Mais Marion est invitée, vous savez, dans Smart Tech, donc on connaît bien Marion de Ask Mona. Là, il y a un petit décalage horaire avec nous, donc pour vous, c'est l'après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, qui est quand même la journée où, avec Emmanuel Macron, c'est une journée chef d'État, quoi, c'est une journée importante ce jeudi. Effectivement, c'est un des points forts du sommet qui, à un moment, on a eu cet exercice ce matin où chacun partage sa vision. Quel lien on veut. Donc, on a eu à la fois les adresses du Premier ministre Modi, du président Macron et aussi de personnes à la tête de Big Tech. Et c'est assez intéressant de voir cette espèce de grand oral, on va dire, des visions, des espoirs vis-à-vis de l'intelligence artificielle, avec ce pont entre la France et l'Inde pour tenter de bâtir une troisième voie de l'IA responsable. Et ça vous semble prendre un aspect tangible, parce qu'on parle beaucoup de ce thème du sommet mondial qui est autour de l'impact, avec la volonté de faire ressortir des actions concrètes, quelque chose de très tangible. Est-ce que ce que vous voyez, ce que vous entendez, vous dites « Ah oui, effectivement, là, on est sur un sommet intéressant où derrière, il va en ressortir des actions tangibles ». Alors, je pense que pour ça, le temps joue toujours pour voir qu'est-ce qui en ressort exactement. Mais ici, sur place, on voit déjà beaucoup de choses très concrètes, avec aussi le volet expo du sommet, un peu comme ce qu'on avait l'an dernier au Grand Palais, mais à une échelle complètement différente. On a à la fois les classiques, on va dire, grandes compagnies globalisées qui présentent des solutions, mais aussi des innovateurs indiens qui présentent leurs solutions autour de ces trois grands sutras, People, Planet et Progress. Ouais. Là où d'habitude on voit plutôt des secteurs, ici c'est vraiment ces trois piliers, avec des solutions qui cherchent à proposer des clés pour ces trois grands enjeux. Et David, qu'est-ce que vous êtes venu défendre, vous, avec la Villa Numéris ? C'est bien, parce que Marion s'est déjà mis à la grammaire indienne en parlant des sutras, donc les piliers. Et effectivement, il faut bien voir que l'Inde n'est plus seulement un bureau d'assistance informatique du monde, mais est en train de se constituer un véritable laboratoire d'excellence et qu'elle offre un véritable vertige avec 3 chiffres pour bien comprendre. C'est 1,5 milliard d'habitants. Ça sera le pays le plus peuplé au monde à la fin du XXIe siècle. 1 habitant sur 2 a moins de 25 ans. Il ne faut pas faire beaucoup d'études pour le constater. Il suffit de sortir dans la rue. Ouais. Et on est sur un taux de croissance prévu cette année de 8%. Et donc, quand Marion parle effectivement de troisième voie, c'est une issue entre les 2 puissances numériques efficientes que sont la Chine et les États-Unis, même si ce sommet d'IA est avant tout un sommet des pays émergents,
auquel la France est invitée. Néanmoins, charge à nous, à la France et à l'Europe, de mettre en place des protocoles et des accords d'échange, notamment en matière universitaire, académique et de recherche, d'être peut-être demain la porte d'entrée de l'Inde en Europe, et à contrario, que l'Inde devienne la porte d'entrée pour l'Europe par la France en Asie. Je vous posais la question de ce que vous êtes venus défendre. Qu'est-ce que vous venez faire tous les deux là en Inde? Quel est votre objectif? Alors, pour la Villa Numéris, nous sommes arrivés depuis dimanche avec une délégation d'une quinzaine d'entrepreneurs et investisseurs soucieux et curieux de comprendre comment cela fonctionne, comment sont les écosystèmes, et se sont rendus compte que quand ils rencontraient des entrepreneurs indiens, c'était avant tout des entrepreneurs avec les mêmes difficultés que ceux que l'on peut avoir sous nos latitudes. Eh oui. Et avant tout celle d'investissement pour pouvoir développer. Et donc très clairement, on était dans cette compréhension. Alors d'autant plus facile qu'elle est quand même grandement aidée par une certaine forme de générosité, de dynamisme également, et d'optimisme qu'on n'a pas forcément sur notre continent. Et donc tout de suite, ça rebooste. Vous avez une question à leur poser peut-être qui sont sur place, Alain? Ben moi, j'ai une question justement par rapport à la présence américaine. Quel est le rapport justement de cette souveraineté indienne par rapport aux deux blocs auxquels ils font face? Quel est leur modèle en fait? Est-ce qu'ils sont dans le modèle du Go, des échecs, ou justement d'un jeu plus local indien? D'autant qu'ils sont très très présents hein, quand même. On a tous les grands noms de l'IA américaine qui sont là-bas. Microsoft a 10 000 ingénieurs qui développent du produit. Alors, je vais répondre par la Chine, puisqu'il y a une proximité géographique et une sorte d'antagonisme historique. Et il n'est pas bon d'imaginer, en tout cas dans les débats, qu'il puisse y avoir demain des alliances. En réalité, on est plus proche d'un antagonisme, comme on peut le connaître en Europe, entre la France et la Grande-Bretagne. Néanmoins, il y a une volonté d'affirmer une indépendance, et y compris en matière technologique, avec un pari sur l'intelligence artificielle qui n'est pas encore gagné parce qu'il nécessite des moyens en investissement, mais aussi de l'énergie. Et l'Inde étant dans une grande dépendance énergétique, veut se retirer un peu du joug russe également. C'est pour ça qu'elle a... Oh là, ça devient compliqué là, la liaison avec New Delhi. Oui. Pour devenir le leader de l'hydrogène, par exemple. David, on a un problème de connexion. Et au-delà, il y a un absent de langage. On a investi pour pouvoir représenter à ce sommet un certain nombre de solutions. Et depuis on investi. D'accord, j'en suis désolé. Ouais, David, on comprend la moitié des mots. Du coup, c'est un peu. On doit essayer de deviner la pensée de David Lacomblette, ce qui n'est pas facile. Merci beaucoup à tous les deux. On vous laisse d'ailleurs repartir sur cet événement. J'imagine que vous avez beaucoup à faire. Merci David Lacomblette. Merci Marion Carré de Ask Mona. Moi, je voulais justement interroger aussi la question, parce qu'on parle des axes. OK, mais il y a aussi les choix technologiques. En Europe, on nous dit qu'une façon d'atteindre cette souveraineté, c'est de passer par l'open source. Visiblement, l'Inde fait aussi ce choix. Donc, quelle place va avoir... Je ne l'ai pas vu, moi, dans les discussions et les conférences là-bas. Je l'ai pas vu comme quelque chose de fort. Pourtant, on nous dit aujourd'hui que la souveraineté, pour les pays qui doivent faire du rattrapage, passe par l'open source. Il y a certains thèmes qui sont abordés dans l'open source et je voudrais aussi partager qu'à ce titre-là, il y a d'autres aspects. Ça commence par les infrastructures. On parle souvent de souveraineté. Ouais. On parle de souveraineté de l'IA. Alors ça revient aussi à la souveraineté du cloud, la souveraineté de la data. Et on top of that, on a l'IA. Ouais. Et donc aujourd'hui, je voulais aussi partager, ça a été évoqué tout à l'heure, que depuis 12 mois, on a beaucoup plus de demandes de tous nos clients qui reviennent sur des questions de souveraineté. Souveraineté, c'est un drapeau, mais c'est pas que ça. C'est vrai que dans la définition qui n'existe pas, c'est d'abord aussi pour nous une question de capacité à contrôler, superviser, monitorer toutes ces opérations et savoir faire de la réversibilité entre différents providers, entre différentes solutions. Et donc évidemment, là, il y a un jeu. Les Américains ont implanté un certain nombre de drapeaux sur le cloud, la data, l'IA, mais nos clients aujourd'hui reviennent à ça. Et dans le sommet, l'Inde se positionne aussi parce qu'elle a un multi-alignement entre ces différentes plaques et acteurs. Et nous, on a un peu plus d'une centaine de milliers de collaborateurs en Inde. On sait que l'Inde cherche à se développer d'un point de vue souveraineté
aussi. Et donc avoir un acteur comme le Canada. C'est un multi-alignement. Un multi-alignement, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement collé à la plaque de l'Ouest ou la plaque de l'Est. Vous avez aussi les BRICS. Et l'Inde, en fait, dans sa stratégie politique, depuis toujours, a ce multi-alignement. En se rapprochant d'eux, on s'ouvre un petit peu plus de portes. Et je voulais partager aussi que dans les discussions que nous, on observe, il y a l'Inde, il y a la France, il y a aussi le Canada, qui est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, s'interroge beaucoup sur les questions de souveraineté et de se découpler, en fait, des géants américains. Donc tout ça, c'est des aspects assez intéressants qui vont être abordés. Et sur la partie impact environnemental, c'est un peu compliqué, je trouve, en fait, de mettre un sommet sous cette bannière de l'impact, parce que ça va être forcément déceptif. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne peut pas prôner une accélération dans l'IA. Aujourd'hui, le problème de l'IA, c'est que comme c'était un nouvel usage, il vient s'ajouter, en fait. Donc, il dépense de l'énergie en plus. C'est ça. Et donc, selon que les pays sont déjà plus ou moins vertueux, ça fait que, justement, au contraire, aggraver... Bon, là, on l'a dit pour l'Inde, ils ont un problème énergétique. C'est moins le cas, par exemple, de la plaque européenne. Il ne faut pas oublier qu'on est, nous, par exemple, aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans une trajectoire. Alors, parce qu'on n'a pas assez décarboné les voitures, il faut aussi... c'est pas que pour un truc sympa, mais n'empêche qu'on a de l'électricité en trop qui nous permet d'être compétitifs sur l'IA. Donc effectivement, de toute façon, vu d'un point de vue purement bilanciel, l'IA sur les 5 à 10 prochaines années va être déceptif parce qu'il va se rajouter. Ah oui. Vu comme ça, il est forcément négatif. Mais après, le truc, c'est qu'en parallèle, il y a d'autres usages qui peuvent aussi être diminués. Donc en fait, c'est comme ça qu'on peut aussi se dire, et que si l'augmentation est de 5%... C'est des externalités positives, en fait. D'une part, mais aussi parce que, par exemple, on l'a vu quand il y a eu le moment du Covid, on peut avoir des vrais changements d'éléments par exemple, d'attitude qui sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, là, on parle du numérique, évidemment, parce qu'on a une émission numérique, mais en vrai, il faudrait mieux arrêter de manger de la viande. Par exemple, ça aurait un impact mais qui est incommensurable par rapport à la question de savoir s'il faut mettre 2 data centers ou 3. Je suis moins experte dans ce domaine. Ouais, voilà. On parle assez rarement aussi, finalement, des externalités positives. Vous avez des grands industriels qui réussissent à réduire, grâce à l'IA, leur consommation d'électricité de manière assez importante sur les fours, notamment les fours industriels. Ça, on en parle rarement. On parle que de la consommation de l'IA. Ou piloter l'électricité dans les villes. Tout on à fait. dit toute la partie Smart City aussi. Et là, vous avez Schneider Electric qui fait partie du sommet, qui est un leader dans la gestion de l'énergie. On a aussi ça pour nous en France. Il serait intéressant aussi de regarder ce qu'on arrive à faire avec l'IA. Je sais par exemple que certains grands industriels aussi ont gagné de l'ordre de 40 à 50% de leur consommation sur le nettoyage de filtres en capture de CO2. Donc voilà, on arrive à l'environnement et on arrive à gagner sur l'eau qu'on utilise. On n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que parfois c'est même un avantage concurrentiel pour certains de ces industriels. Pour autant, il y a aussi des externalités positives et ce serait intéressant de les mettre dans la balance de temps en temps. Anne Le Henaf a fait aussi une annonce en marge de ce sommet. Elle a lancé un appel international à contribution scientifique sur les risques liés aux IA génératives pour les mineurs. C'est notre axe aujourd'hui en France. On est vraiment sur ce sujet à 200%. J'ai juste fait une petite recherche justement en Inde. Il y a une loi qui va être appliquée demain, le 20 février, pour justement imposer aux grandes plateformes de retirer les contenus d'IA générative, notamment les deepfakes, sous 3 heures. D'accord. Donc c'est quand même super rapide. On peut quand même prendre l'exemple de ce pays sur ça. Ils n'ont pas encore d'AI Act à eux, il faut le dire quand même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est étonnant, c'est que je trouve que vraiment la régulation, alors je prêche un peu ma paroisse, mais elle n'est pas du tout évoquée lors de ce sommet. On parle quand même de progrès. Quand on parle de progrès, c'est le fait d'améliorer la vie des gens, la démocratie, etc. Ça passe quand même par un minimum de régulation, parce que tous ces gens là-bas, ils sont pas là pour penser démocratie, mine de rien, ils sont là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour chercher des sous, quoi. Bah oui. Donc il faut quand même un cadre. Alors on nous parle de normes souples, de droits souples là-bas, mais comment est-ce que ça va s'imbriquer avec notre AI Act qui est toujours pas adopté ? Est-ce que l'Inde va adopter aussi une réglementation ? Comment est-ce que tout ça va s'imbriquer ? Aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas trop de... Je parlais justement du fait que peut-être ça pourrait devenir une sorte de Davos, mais du coup, avec ses travers aussi. C'est-à-dire que, est-ce que ça risque de devenir un rendez-vous où finalement les géants du business viennent se serrer la main, s'auto-congratulent, se glorifient, et le politique, finalement, n'a pratiquement plus la parole. En tout cas, plus de pouvoir d'action. Alors, le politique n'a pas la parole. Je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, c'est les industriels qui ont plus de pouvoir. Il faut voir, par exemple, là, il y a aussi quelque chose qui est arrivé, je crois que c'est hier. Google a prêté pour la première fois des obligations à 100 ans. Oui.
Aujourd'hui, on fait même pas confiance à un État à cette dimension-là. Donc, il faut quand même voir aussi que, pour moi, c'est un marqueur fort. Hein, c'est 100 années. C'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les prêteurs seront remboursés dans 100 ans. Hein, c'est en 2100 ans. Mais par contre, il y a aussi un truc qui s'appelle les gens. On parlait des vrais gens. Mais les vrais gens, ils ont aussi des vrais problèmes. Et par exemple, pour parler de troisième voie, c'est que dans l'Inde, je ne sais pas si vous savez, il y a plus de 224 langues, je crois, dont 22 officielles. Okay. Or, les fameuses voix, soit américaines, soit chinoises, ramènent la question culturelle à finalement une bataille de qui va gagner. Et finalement, si c'est l'anglais qui gagne, c'est bien. Bon. Et cette bataille de la diversité, celle-là, de toute façon, elle sera irréductible. À un moment donné, il y a aussi des gens qui ont une culture et qui vont vouloir protéger. Donc, je pense que quand les politiques prennent pas assez, alors régulation d'une manière ou d'une autre, mais moi, je dirais plutôt déjà ouvrir la diversité culturelle. Réguler, interdire, c'est une chose, mais déjà ouvrir aussi, par exemple. Mais réguler, attention, je défends l'avocat. C'est pas forcément interdire. Oui, totalement. Non, c'est protéger. C'est aussi et donc, donner un sens. Et donc, par exemple, mais on parle souvent d'interdiction quand on regarde. Si on regarde l'IA Act, ce qui en est ressorti, c'est les interdictions dans les trucs qui, justement, font peur aux enfants. C'est une approche par le risque, ça, c'est vrai. C'est une approche par le risque. Alors que ce que je dis, c'est que là, par exemple, on a quelque chose de très profond qui est... Et l'Inde, pour moi, est vraiment un terrain d'expérimentation incroyable. C'est que pour l'IA, il y a besoin de beaucoup de données. Ils ont beaucoup de langues. Donc, à un moment donné, ils ont besoin de défendre aussi ça. Et c'est aussi cette diversité, moi, je pense, culturelle et humaine qu'on peut attendre de ces évolutions. Et là, ce sera du progrès. Parce que sinon, si on finit tous par parler juste un anglais, un franglish mondialisé, est-ce que c'est ça le sens de l'humanité? Là, il y a un appauvrissement culturel. Absolument. Moi, en tout cas, je pense qu'un des impacts très profonds dont on n'a pas parlé, c'est celui-là. Juste le progrès, il y a un penseur qui s'appelle Roger Poldroy qui dit que le progrès est relatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision du progrès quand on est le dirigeant de Meta et quand on est un fournisseur en Inde, quoi. Donc comment est-ce qu'on définit aussi le progrès? Je reviens sur la définition, mais encore une fois, je pense qu'on a besoin de se mettre d'accord un moment sur des limites, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, pour justement définir ce qu'est le progrès au sens... moi, si j'avais fait un sommet sur l'impact de l'IA aussi, j'aurais parlé de la question de la surveillance. Avec les objets connectés qui sont désormais équipés d'intelligence artificielle. Oui. Alors, c'est des sujets qui ne sont pas abordés publiquement, mais qui sont abordés au sommet. Il y a quand même énormément. On a vendu quelques avions qui contiennent de plus en plus d'IA. On a évidemment les questions de la surveillance, avec encore une fois ces différents acteurs qui se positionnent. Des questions qui reviennent. Moi, je crois que la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui évolue beaucoup aussi. Vous savez, aux États-Unis, ce qu'on est en train de faire, on a perquisitionné des bureaux au niveau de X. Ça crée des tensions et ça nous explique qu'on n'a pas à faire ça. On revient à la base et du bon sens en disant pardonnez-moi, mais créer des deepfakes pédocriminels, on va quand même aller chercher ces aspects-là. Et je trouve que c'est encore une fois du bon sens. Alors on a une réglementation, les AIA, qui est peut-être pas encore complètement adoptée partout et définie, mais on revient à cette notion de l'accès au smartphone, à ces technologies qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus accessibles et faciles à mettre en œuvre, et à dire on n'utilisera pas ces outils-là pour faire ce type de choses. Je pense que ça aussi, c'est pas décrit nécessairement dans le sommet, ce côté sécurité au niveau de la protection des enfants. Moi, j'ai grandi, on m'avait dit, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Aujourd'hui, il faut continuer à dire aux enfants, l'esprit critique, ne pas croire tout ce qu'on voit sur les devices. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Alain Garnier, PDG de Jamespot, Alexandra Iteanu, avocate spécialiste en data, cyber et numérique, Julien Kopp, responsable IA chez Deloitte. Et puis merci à tous ceux qui étaient connectés avec nous à distance et à vous qui nous suivez sur la chaîne Bismart. Je vous donne rendez-vous évidemment jeudi prochain à 10h45 pour un nouveau direct de décryptage de l'actu. Mais d'ici là, je vous retrouverai aussi lundi pour de nouvelles histoires sur la tech.